J'ai une prof à Lyon 1 qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Des gens comme vous, on n'en veut pas en tant que professeur. » C'est pas l'handicapé qui vient demander aux gens pas handicapés de l'aide, c'est tout le monde a l'aide et puis tu peux le prendre parce que du coup tout le monde est à la même adaptation en gros. Tous les retours de stage, tout ce que je fais quand je travaille avec les enfants en tant que professeur, sont toujours des très bons retours. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Mathilde, étudiante en Master 1 pour devenir professeure des écoles. Mathilde vit avec une dyslexie et une dysorthographie sévère. Elle nous partage son parcours, les obstacles qu'elle a rencontrés, les aménagements qui l'aident, les soutiens qu'elle a trouvés et les stratégies qu'elle met en place au quotidien. Je suis 10, dyslexique et dysorthographique, si je ne me trompe pas. Donc, pour faire un petit récap de mes études, j'ai commencé à Saint-Étienne en BCPST, biologie, chimie, géologie. Après, j'ai été à Lyon pour me spécialiser dans le professeur de SVT, où il y a eu des petits couacs au niveau de... pas de ma prise en charge, mais plutôt de la vision des profs par rapport à l'handicap, d'une prof. Et maintenant, je suis à Clermont-Ferrand, où ça pose toujours des petits couacs. Je suis en master, du coup, en première année, pour faire professeur des écoles. Ça se passe bien, ça se passe même plutôt très bien. Sauf là, j'ai d'avoir une petite mauvaise nouvelle. On doit valider des blocs différents. Et si on ne valide pas un bloc, on n'a pas l'année. Et en fait, on me met -3 à chaque évaluation de français pour l'orthographe. Donc l'année est un peu compromise. Mon trouble, c'est une dyslexie et une dysorthographie mixte sévère. Mixte, ça veut dire que ça touche toutes les voies possibles de l'apprentissage, si je ne me trompe pas. Et sévère, ça porte bien son nom, c'est que ça peut être plus ou moins fort et j'ai le plus fort. Ça se voit. Par exemple, je lis plus doucement, j'écris plus doucement, je vais faire beaucoup de fautes d'orthographe. Des moments, je vais me perdre dans les mots. Je vais chercher un mot ou en créer un. C'était plutôt cool quand on était vraiment en petite classe parce que du coup, je partais de l'école pour aller voir l'orthophoniste. En plus, ça a été trop bien, l'orthophoniste. Quand j'ai commencé un peu à vieillir, à grandir, et que on a commencé à mettre des aménagements en place, du temps en plus, les cours donnés par les professeurs, c'était un peu moins rigolo parce que certains élèves comprenaient pas pourquoi j'avais ce droit en plus que eux. Et ça a aussi commencé, par contre, ça dès petite, que les professeurs comprenaient pas. Toute petite, il y a une maîtresse qui m'a fait crapouiller le visage parce que j'avais vu que je suis un peu dans ma tête des moments. Je m'étais retournée, j'avais écrit sur le dos de quelqu'un. Et elle m'avait dit de faire attention. Et puis elle m'avait crabouillé le visage au Velleda. Et en fait, il y a toujours eu des professeurs il y en avait beaucoup qui comprenaient, mais il y en avait certains qui ne comprenaient pas et qui n'essayaient pas de comprendre. J'ai eu une prof d'allemand aussi qui me dit que ça servait à rien de courir après Usain Bolt quand on n'avait pas les compétences. Et du coup, j'ai été 3 mois en Allemagne. Je suis rentrée, je savais parler bien allemand.
Et je lui avais envoyé une carte en lui disant, écoutez, je cours peut-être pas aussi vite que lui, mais au moins j'essaye d'être derrière lui. Et je trouve que c'est une bonne réaction parce que si on s'arrête à tous leurs commentaires, je serais pas là parce qu'on m'a dit que j'aurais pas mon brevet, on m'a dit que j'aurais pas mon bac. Je suis quand même en master, donc j'ai eu tout ça. Le trouble 10, pour moi, ça impacte ma vie d'étudiante parce que tout d'abord, les aménagements, faut y refaire tous les ans. Faut aller rediscuter avec le médecin scolaire pour essayer d'avoir ce qu'on a besoin. Et alors encore plus, vu que j'ai changé de fac plusieurs fois, c'est encore plus compliqué parce que dans certaines facs, comme à Lyon, j'ai eu droit à un secrétaire scripteur, par exemple. Et là, à Clermont, au tout début, ils m'ont dit non, mais vous en avez pas besoin, ça ira sans. Et puis en fin de compte, là, on vient de se rendre compte que ça ne va pas sans. Mais ils ne veulent plus me le remettre parce qu'ils veulent pas le remettre parce que je n'ai pas un problème moteur. Alors qu'ils enlèvent quand même les fautes pour les fautes d'orthographe. Donc, je suis coincée par mon handicap pour le coup cette fois-ci. Ça impacte aussi la fatigue parce que ça prend un temps énorme déjà d'apprentissage, de compréhension, de lecture. Et en plus, on rajoute ça, par exemple, bien penser à aller chercher l'ordinateur, à l'enregistrer. Enfin, ça fait plein de petites choses en plus. Mais par contre, point positif de la fac, c'est que les élèves qui sont en fac ont souvent cette maturité, pour la plupart, je dirais pas tous, mais cette maturité de se dire, c'est un handicap, et il faut aider la personne, on va lui donner nos cours, on va essayer de faire en sorte de l'aider, quoi. Ce qui se voit beaucoup là, à l'INSPE, ce qui est un peu normal, je trouve, sachant qu'on est censé être des futurs professeurs des écoles. On a fait un drive, on partage les cours pour que personne n'ait de problème et que ce soit pas forcément moi qui vienne demander à chaque fois. C'est pas l'handicapé qui vient demander aux gens pas handicapés de l'aide, c'est tout le monde a l'aide et puis tu peux le prendre parce que du coup tout le monde est à la même adaptation en gros. Donc je trouve ça vraiment sympa. Les stratégies de réussite, pour moi, c'est un peu... Je dirais qu'il n'y en a pas vraiment de précise parce que du coup, c'est un peu le problème du coup de la dyslexie. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'axe à favoriser. Donc, je fais de la lecture, je fais des fiches, je fais des cartes mentales, je fais des flashcards. Je fais un peu de tout. Et puis, la révision à plusieurs. À 3-4... par exemple, avec les flashcards, ça marche pas mal. Ça se passe super bien avec les collègues étudiants. Plutôt super bien. Il y a des quicks avec certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on a des avantages, parce que pour eux, je suis pas forcément handicapée vu que ça se voit pas, c'est toujours le même problème. Mais avec ceux avec qui ça se passe bien... il y a vraiment une idée d'entraide, de partage des cours, d'aide à la révision, par exemple. Mais je dirais que dans l'ensemble, depuis que je suis à la fac, c'est plutôt quelque chose qui se passe plutôt très bien par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était la cata. Je pense que ça a fait partie du harcèlement. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais... ça faisait un point de plus pour les gens qui me harcelaient. Du coup, j'ai été harcelée presque du CM2 à la terminale presque. Avec, ça pouvait aller, par exemple, de comment j'étais habillée, la couleur de mes cheveux. Par exemple, on prenait le bus.
Et le bus, il partait toujours à la même heure au collège. Sauf que les professeurs me donnaient mes cours à la fin. Donc je partais plus tard. Mais le temps que je monte et que j'aille jusqu'au bus, le bus était déjà commencé à partir. Donc je courais assez régulièrement derrière le bus. Et il y avait ceux du même village qui étaient allés « Cours, cours la grosse !» Et après, on me disait « Ah, mais pourquoi t'as l'ordinateur? Pourquoi t'as droit à ci? Pourquoi t'as du temps en plus ?» Du coup, toujours à réexpliquer pour ceux qui voulaient écouter et ceux qui voulaient juste se moquer, bah, je réexpliquais pas. Au bout d'un moment, c'est bon. Avec les enseignants, c'est un peu mitigé. Soit il y a des enseignants qui vont comprendre complètement le handicap, qui vont même certains essayer de s'adapter et de s'informer dessus. Et il y en a certains où c'est complètement réfractaire. Par exemple, j'ai une prof à Lyon 1 qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Des gens comme vous, on n'en veut pas en tant que professeur. » Alors que je pense que c'est une des meilleures qualités, entre guillemets, pour être professeur, parce que en fait, je vais comprendre les difficultés que quelqu'un qui n'a pas de difficultés ne va pas forcément comprendre et ne pourra pas mettre en place les mêmes adaptations que moi je vais penser. Là, par exemple, pour mon partiel de français, où je vais avoir 3 points de retirés, il y a des professeurs qui disent « Ah bah oui, si l'ordinateur ne marche pas et n'a pas corrigé les fautes, on ne peut pas t'enlever les points de faute. » Et il y en a certains qui disent « Ah oui, mais il ne fallait pas faire confiance à la machine. » Avec Mission Handicap, à Lyon, elles ont été extra, j'ai trouvé, par rapport aux professeurs qui... Elle savait en fait qu'il y avait des professeurs qui étaient complètement réfractaires et elle nous disait « Oui, on essaye de changer les choses, mais ça ne marche pas forcément comme elles le voulaient. » Mais elles ont toujours été là pour nous soutenir et tout. Elles étaient toujours disponibles, donc c'était extra. Du coup, les moments de fierté sont quand même pas mal liés à la réussite pour ma part. D'avoir eu déjà tous les petits diplômes, entre guillemets, brevets, bac scientifique, et après une licence, même si j'ai mis beaucoup d'années à l'avoir, je l'ai eu quand même. Et aussi tous les retours de stage, tout ce que je fais quand je travaille avec les enfants en tant que professeur, sont toujours des très bons retours. Parce que vu que je fais des fautes, même quand je suis avec eux, sauf sur les trucs que je prépare en avance, bien sûr, et que je leur dis « Ah, j'ai peut-être fait une faute, là, on va la recorriger ensemble et tout, on va vérifier dans le dictionnaire et tout. » Et en fait, ça dédramatise la faute, parce qu'en France, on dramatise beaucoup les fautes d'orthographe. Donc, il y a des petits qui ont du mal à écrire parce qu'ils ont peur de la faute. Et du coup, le fait que la maîtresse, elle fasse des fautes aussi et qu'on les corrige tous ensemble, en fait, ils vont vachement plus aller déjà chercher eux-mêmes s'ils n'ont pas fait de faute. Et ils seront plus à l'aise à dire « Ah, si, il y a peut-être une faute là », ou se permettre de dire à son copain « Ah, t'as peut-être une faute là ». Du coup, on m'a toujours dit le brevet, t'y arriveras pas, ça sera trop dur. J'ai continué, je me suis dit si, on va essayer, puis on verra bien. Je l'ai eu. Le bac, je voulais faire un bac S, on m'a dit non, fais pas un bac S, fais un bac de chimie plus laborantin. J'ai fait non, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire un bac S, donc j'ai été faire un bac S. J'ai réussi le bac S. Et pareil, la licence, tu vas pas te lancer dans une licence. J'ai redoublé, mais j'ai réussi à avoir la licence. Du coup, je pense que le mot de la fin, c'est tenir tête et suivre notre envie.
Mathilde nous raconte les réalités que vivent beaucoup d'étudiantes et d'étudiantes porteurs d'un trouble du neurodéveloppement. Des aménagements qui varient selon les établissements, un manque de compréhension de la part de certains enseignants, mais aussi des réussites, de la persévérance et des dynamiques collectives positives notamment entre étudiants. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Gaëtan, toujours positif, qui nous décrit comment concrètement se manifeste son trouble de dysorthographie mixte, comment il s'adapte et quelles stratégies il met en place pour compenser son handicap invisible.